Bonjour à tous, nouveau cours de méthode numérique avec aujourd'hui des méthodes qui vont être axées sur la génération de nombres aléatoires, nombres pseudo-aléatoires, ce que l'on avait pu voir lors du précédent cours, et on va voir quel intérêt ça peut avoir d'avoir su générer comme ça un petit peu du hasard, et surtout du hasard autant que l'on veut. Alors, on revient donc sur cette simulation de réalisation de variables aléatoires, hein. Et la méthode qu'on va présenter aujourd'hui s'appelle la méthode de Monte-Carlo. Alors, pour d'abord revenir un petit peu sur la fois passée, on a su donc simuler des réalisations de variables uniformes sur 0,1. Et puis, grâce à cela, simuler des réalisations de variables suivant d'autres lois. Alors, avec le langage R, avec ce logiciel qui est dédié aux statistiques d'ailleurs, hein, eh bien, on peut directement, plutôt qu'avoir à chaque fois utilisé le générateur de nombres pseudo-aléatoires, directement utiliser des commandes qui vont se présenter de la manière suivante. Alors, lorsque vous mettez un petit r devant, vous allez simuler des nombres pseudo-aléatoires. Donc, quand on mettra r binôme, ce seront des nombres pseudo-aléatoires qui suivent une loi binomiale. Lorsqu'on mettra r norme, ce sera pour une loi normale rx, pour une loi exponentielle r poisse, pour une loi de Poisson. À chaque fois, il est possible de simuler ces différentes réalisations de lois avec tous les paramètres possibles. Donc binomial, on sait que c'est une BNP, donc on pourra choisir le N et le P. Une loi normale, pareillement, hein, c'est M sigma 2, voilà. Et puis, surtout, on peut ne pas en simuler qu'un seul, on peut en simuler autant qu'on veut, avec l'idée que chacune des réalisations est quasi indépendante. Je dis quasi parce qu'on a vu qu'il y a des effets périodiques qui font qu'en fait c'est pas stricto sensu indépendant, mais en fait ça l'est quasi à la limite de résolution du logiciel. Donc on considérera que ce que l'on simule, ce sont des nombres pseudo-aléatoires indépendants les uns les autres. Alors, juste une petite démonstration de ça. Par exemple ici, hein, R binôme avec les paramètres 1, 8 et 0,4. 1, ça sera donc pour le nombre de réalisations. 8, ça sera pour le paramètre de la BNP, hein, puisqu'on a une loi binomiale. Donc, ça sera le N qui vaut 8, et 0,4, ça sera pour le P. Et donc, si je j'exécute cette commande, j'obtiens 4. Si je le refais, j'obtiens 5, j'obtiens 3, j'obtiens 4, j'obtiens 4, voilà. 5, on aimerait bien un peu autre chose, mais voilà, 2. Hein, quand on est à 0,4, on sait qu'on va être autour de quoi? De 0,4 fois 8, hein, donc 3,2, donc on est la plupart du temps autour de 3 et 4. Si maintenant je remplace le premier paramètre qui était 1 par 10, j'en simule 10 d'un coup, et ils sont tous, a priori, on pourrait les considérer comme étant indépendants les uns des autres. Je peux augmenter, si j'en simule 100, c'est immédiat, c'est un peu la vertu de ce logiciel. On voit, il y a plusieurs 1 qui interviennent, hein, mais vous voyez donc des nombres entre 1 et 6 simulés par cette loi. Alors on peut maintenant également simuler une loi normale, donc là vous allez avoir un nombre réel, alors ne paraissent que 6 décimales, hein, mais en fait, conservé, ça c'est pour l'affichage, conservé, vous avez 16 décimales. Donc ça c'était une loi normale 0,1, et vous n'en avez simulé qu'un seul, mais vous pouvez simuler une loi normale avec n'importe quel paramètre. Là j'en simule 10, donc là l'espérance c'est moins 2, et puis la variance, l'écart type, pardon, vaut 5. On poursuit. Vous pouvez simuler des lois exponentielles. Donc là, il y en a 4 de simulés et le paramètre c'est 3. On se souvient que l'espérance, lorsque le paramètre vaut 3, l'espérance c'est un tiers. Hein, donc ça devrait être autour d'un tiers.
Et on peut, par exemple, une loi uniforme, là j'en simule 5, sont des paramètres, c'est une loi uniforme sur moins 4, moins 1, sur l'intervalle moins 4, moins 1. Donc voilà, 5 nombres. Et puis ici, une loi de Poisson, où là, le paramètre vaut 5, et j'en simule 10, indépendamment les uns des autres. On sait que l'espérance, c'est 5. Et donc, ce sont des nombres qui sont dans n. Vous voyez, ça peut prendre des grandes valeurs, comme 12. Je pourrais très bien en simuler 1000. Et puis, regarder le maximum que l'on a obtenu par ce moyen-là. Et donc là, on est à 13. Mais si je relance, 12, 13, hop. On espérerait aller, voilà, 15, on peut aller plus haut, et il n'y a pas de limite, on pourrait très bien arriver à 20 d'un coup, et 16, voilà, en resimulant, donc c'est pour ça on voit bien que ça prend ses valeurs dans n tout entier. Je reviens sur les différentes commandes R, parce que sous le même format, mais en remplaçant le R qui vaut pour random par P, qui vaut pour probabilité, mais en fait c'est plutôt pour la fonction de répartition, cumulative distribution, en anglais, donc ça aura l'acronyme P devant, et bien avec P binôme, on calculera la fonction de répartition du binomial en n'importe quel réel, P norme pour une loi gaussienne, etc. Démonstration de ceci, P binôme de moins 1, 4, 0, 6, donc là, on veut calculer la fonction de répartition moins 1 du binomial de paramètres 4 et 0, 6. Alors, moins 1, binomial, on sait que ça prend ses valeurs dans n, dans 0, 1, 2, 3, 4. Donc, moins 1, normalement, il n'y a rien eu. Donc, ça doit valoir 0. Il n'y a pas eu. Ouais, voilà, ça vaut bien 0. Si je reprends la même chose, mais que je me mets en 1,2, là, il y a eu la probabilité d'avoir eu 0 et la probabilité d'avoir 1. C'est la somme des deux. Et donc, vous avez bien un nombre entre 0 et 1. Et qu'on pourrait d'ailleurs vérifier. C'est la probabilité d'avoir 0, on sait la calculer. C'est là, vous avez 0,6 puissance 4. Et la probabilité d'avoir 1, eh bien, c'est C41, 0,6 puissance 3 fois 0,4. On peut poursuivre. Cette fois-ci, avec cette fonction de répartition maintenant en 6, et en 6, on obtient 1 puisqu'on a dépassé toutes les valeurs. On peut faire la même chose pour la loi normale. Pour la loi normale, la fonction de répartition, qui est cette fonction compliquée qu'on a essayé d'approcher, notamment par des méthodes de calcul approché d'intégrale, eh bien, R, c'est calculé directement, et on obtient, par exemple, en 1,96 pour une loi normale 0,1, c'est une valeur bien connue, le 1,96, c'est pour ça que je l'ai reprise, on obtient 0,975. On sait que on utilisera souvent ceci dans les intervalles de confiance, cette valeur de 1,96. Il y en a une autre qui est assez souvent utilisée, c'est 1,645, parce que si vous lancez ça, vous avez à peu près 0,95. Donc pour des intervalles de confiance unilatéraux à 95% ou bilatéraux à 90%, vous aurez cette valeur de quantile qui va intervenir. Ensuite, on peut maintenant, pour n'importe quelle loi normale, avec là ici des paramètres moins de 10, eh bien, en 3, ça vaut 0,69. On pourrait calculer en n'importe quelle valeur. Et là, bien sûr, comme c'est quelque chose, une loi qui est continue, sur la valeur dans grand R, vous n'obtenez jamais 0, vous n'obtenez jamais 1, mais vous pouvez vous en approcher. Et si vous le faites en moins 30, pareillement, vous allez avoir une toute petite valeur de la fonction de répartition, mais pas 0. Donc voilà pour l'acronyme P devant ces différentes commandes. Lorsqu'on met un D devant, eh bien, c'est le calcul de la densité. Alors la densité pour une variable continue, on sait bien ce que c'est, mais lorsque c'est une variable discrète, par extension, et vous verrez pourquoi d'ailleurs en L3, la densité c'est la probabilité au point. Donc par exemple, revenons à nos commandes, si vous faites des binômes 1, 4, 0, 6, vous allez calculer la probabilité d'avoir 1 pour une binomiale de paramètres 4, 0, 6, on sait ce que c'est, c'est 4, 1
je disais tout à l'heure, 0,6 puissance 3, 0,4 puissance 1, et ça fait 0,1536. On peut faire la même chose maintenant en 1,2, et il n'est pas d'accord parce que c'est une variable discrète et que ça ne peut valoir une valeur comme ça qui n'est pas dans les valeurs possibles. Maintenant, pour une loi normale, par exemple pour la loi normale 0,1, en 0, la valeur vaut 0,398. Voilà, bon. On sait d'ailleurs qu'on pourrait la calculer parce qu'on sait que c'est 1 sur racine de 2pi, hein, la densité en 0 de la loi normale. Et si je calcule 1 sur racine de 2pi, bah, j'obtiens exactement la même valeur. Donc, on retombe bien sur nos pieds. On poursuit avec le dernier acronyme qui est le Q pour quantile. Vous savez que les quantiles, on en a vu deux là pour la loi gaussienne, hein, ils sont importants pour les intervalles de confiance. Et il y en a un qui est le plus célèbre de tous, c'est la médiane, c'est-à-dire le quantile à 50% ou à 0,5. Mais on utilisera souvent dans les intervalles de confiance les quantiles à 95%, 97,5%, parfois 99%. Alors, revenons à R, et pareillement, hein, pour une loi binomiale, on peut calculer des quantiles. Donc là, par exemple, le quantile à 95% pour une binomiale 4,06, eh bien, il faut être en 4, hein, parce que en dessous, vous êtes avec une probabilité plus petite, une fonction de répartition plus petite que 0,95. Si je regarde la médiane, donc la médiane pour cette même loi, c'est en 2. Donc à partir de 2, vous avez la fonction de répartition qui est plus grande que 0,5. On peut d'ailleurs vérifier, parce que si je calcule ce que vaut, je remonte un peu, la fonction de répartition en 2, hein, pour cette même, vous obtenez 0,52. Donc vous avez bien franchi 0,5. Et si vous l'aviez fait en 1, eh bien, vous auriez obtenu, ça a été fait tout à l'heure, hein, quelque chose de plus petit que 0,5. Donc on voit que la médiane est bien en 2. Et si on peut aussi le faire, on peut aussi utiliser les lois continues, notamment la loi normale, hein, et donc on retrouve que la médiane pour une loi normale c'est en 0,5, une normale sans très réduite c'est en 0,5, que le quantile en 0,975 eh bien c'est à peu près un 96, celui en 0,95 eh bien c'est un 64,5. Et enfin, là, juste pour voir, hein, on peut calculer un quantile à n'importe quel niveau, par exemple au niveau 70%, pour une normale moins de 4. Donc toutes les opérations que vous faisiez pour revenir à la table des lois normales 0,1, eh bien, elles sont inutiles avec un logiciel, puisque lui, directement, il vous calcule n'importe quel quantile, ou n'importe quelle probabilité, ou fonction de répartition, directement. Donc par exemple, ici, vous avez directement ce quantile de niveau 0,7 pour cette loi normale. Bon, alors on va utiliser ces différentes commandes, mais je vais d'abord faire quelques rappels sur les probabilités, ce qui va nous être utile. On ne va pas faire ici un cours de probabilité, mais juste des petites choses qui vont nous servir pour les méthodes de Monte-Carlo. Je rappelle, les méthodes de Monte-Carlo, ça va être l'utilisation de ces nombres pseudo-aléatoires pour pouvoir approcher, estimer, hein, en termes statistiques, on parlera plutôt d'estimation, des constantes, des choses qui nous intéressent, des objets qui nous intéressent. Première chose, premier rappel, vous prenez une suite de variables aléatoires qui sont toutes définies sur le même espace de probabilité oméga AP. Eh bien, on dira qu'une suite de variables comme celle-ci est une suite indépendante identiquement distribuée, donc c'est des VAIID, ça c'est l'acronyme bien connu. Eh bien, on aura ça lorsque les différentes XI sont indépendantes et que toutes les XI ont une même loi, donc par exemple la même loi que X1 ou que X0 ou que X12, elles ont toutes la même loi. Deuxième définition qui va nous intéresser, ce qu'on appelle la convergence en probabilité. Donc si on prend toujours une suite de variables définies sur le même espace de probabilité, alors là vous voyez, hein, il n'y a pas du tout nécessité d'avoir des VAID, hein, c'est des suites de variables en général.
on dit que cette suite de variables converge en probabilité vers une autre variable aléatoire qu'on appelle y, par exemple ici, ce qui se dénote xn tend en proba vers y, lorsque pour tout epsilon strictement positif, la probabilité que la valeur absolue de xn moins y plus grand qu'epsilon, donc en gros on est éloigné de y de plus de epsilon, et on calcule c'est la proba d'être éloigné de y de plus d'epsilon, eh bien elle tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Ça veut dire qu'en gros, hein, comme ça doit être vrai pour tout epsilon, on peut prendre epsilon aussi petit que l'on veut, par exemple 10-5, et bien, malgré tout, lorsque n tend vers l'infini, la probabilité que xn soit proche à 10-5 près de y, eh bien, elle tend vers, soit éloignée de y plus de 10-5, elle tend vers 0. Ça veut dire qu'on tend vers 1 hein, dans la probabilité de se rapprocher de y. Alors, ici, notez bien, on trouve parfois un plus grand strict au niveau de cette plus grand ou égal ici, hein, de plus grand ou égal qu'epsilon. On peut prendre plus grand ou égal, ça ne change rien. En revanche, celui qu'il est important de conserver strict, c'est ce signe-là. Hein, il faut que ce soit vrai pour tout epsilon strictement positif. Vous ne pouvez pas prendre epsilon égale 0, parce que ça voudrait dire, sinon, hein, cette définition ne marcherait pas, parce que si epsilon est 0, ça veut dire que xn peut être égal à y, et évidemment, ça n'est pas toléré. Alors, un exemple de ça, prenons par exemple des lois binomiales, une suite de lois binomiales, mais elles ont pour paramètre 1 sur n. Donc c'est une suite de lois binomiales dont le paramètre tend vers 0. Eh bien, à ce moment-là, xn, cette suite tend vers 0. Alors pourquoi ? Parce que si on calcule la proba, vous prenez n'importe quel epsilon strictement positif, vous calculez la proba que xn moins y, alors y on a dit que c'était 0, hein, c'est une constante, donc ça veut dire que la probabilité que xn soit plus grand ou égal à epsilon, mais comme epsilon est strictement positif, en fait il n'y a qu'une seule possibilité, ça revient, et c'est une loi binomiale, Bernoulli, la seule possibilité c'est que xn soit égal à 1, donc vous regardez la proba que xn égale à 1, est-ce qu'elle tend vers 0 ? Eh bien oui, parce que cette proba vaut 1 sur n, et elle tend vers 0. Donc c'est juste une utilisation de cette définition. Alors, il est possible de regarder concrètement ce que ça donne. C'est aussi l'intérêt d'utiliser les logiciels. Hein. Regardez ici, avec ce petit programme, je fixe x égale à 0 au début, je prends un n, alors par exemple n vaut 400, hein, et puis je regarde la suite, je simule, je génère une suite de Bernoulli de paramètre 1 sur j. Et je prends j qui évolue. Donc c'est vraiment ce qu'on a mis comme hypothèse ici. Donc allons-y, hein, je simule ça, et je peux regarder l'évolution, en traçant, l'évolution de cette suite. Alors, là, on voit que ça continue de prendre la valeur 1, c'est un petit peu surprenant. Qu'est-ce qui a pu se passer? Ah oui, n vaut 5000 ici, hein, donc c'est noyé. Je relance. Excusez-moi, j'ai oublié de faire le x égale 0. C'est ça qui a créé le problème. Et je relance. Voilà. Donc on voit qu'au début, ça peut encore de temps en temps prendre la valeur 1. Parce que c'est une Bernoulli, hein, c'est une suite de Bernoulli. Mais à partir d'un certain moment, ça se rapproche inexorablement de 0. Donc je peux relancer une nouvelle fois. Il y a eu, vous voyez, c'est un peu plus tardif les fois où ça a pu valoir 1, mais là encore plus tardif, mais ça a une tendance très forte à se rapprocher de 0. Donc ça se voit, en fait, une convergence en proba, hein, ça se rapproche de quelque chose. Poursuivons. Autre rappel sur ce qu'on appelle la convergence en loi. Alors la convergence en loi, on ne se rapproche pas de quelque chose, on se rapproche d'une loi, on se rapproche d'une manière d'osciller. Alors, qu'est-ce que c'est que la définition? On va dire que une suite de variables qui n'ont pas nécessité d'être idées, hein, une suite de variables aléatoires définies sur le même espace de probabilité, elles convergent en loi vers une variable aléatoire grand Y, ce qui est noté xn en loi vers grand Y,
lorsque la fonction de répartition de xn converge simplement vers la fonction de répartition de y. Converge simplement, ça veut dire qu'elle converge ponctuellement en chaque x réel. Il faut quand même que ce soit les x pour lesquels f de y est continu. Donc en général, presque tout x. Donc vous avez convergence des fonctions de répartition. Alors, vous verrez d'ailleurs l'année prochaine une autre caractérisation de la convergence en loi par les fonctions de caractéristiques, hein, qui sera plus parlante d'ailleurs. Corollaire à cette définition, peut-être quelque chose de plus maniable. Si vous avez des variables discrètes, ça signifie que les probas que les xn soient égales à xj, où les xj sont les valeurs prises par les xi, hein, l'ensemble des valeurs prises, il faut que cette proba, elle tende vers quelque chose qu'on va appeler pj, qui sera la probabilité que y égale xj. Donc en fait, vous regardez que les convergences des différentes probas. Si vous regardez des variables continues, vous pouvez, au lieu de vous intéresser aux fonctions de répartition, vous pouvez aussi vous intéresser aux densités. Et donc il faudra que la densité des xi, donc qu'on a appelé fi, hein, et bien il faudra qu'elle tende pour tout x vers la densité de y. Donc c'est les fn de x tendent vers le fy de petit x pour presque tout x. Hein. Presque tout x, ça veut dire pour tous les x sauf en un nombre fini de points où ça peut ne pas être vrai. Alors, par exemple, si vous prenez une loi normale de paramètres, alors là je fais un truc un peu compliqué parce que numériquement ça sera plus joli à voir, 10 sur racine de n et puis 1, donc vous avez une variance de 1, et puis un paramètre 10 sur racine de n pour l'espérance. Donc vous voyez par exemple pour n égale 1, vous avez x1 qui est une loi normale 10, 1. Et puis pour n égale 100, vous avez une loi normale 1, 1. Bon, eh bien on voit bien que ce paramètre tend vers 0, et la densité, en fait, au terme de densité, ce serait facile de voir que la densité de ces différentes variables, et bien avec 10 sur racine de n, et bien ça tend vers 0, hein, donc vous allez tendre vers la densité d'une loi normale 0,1. Et donc la loi limite, ici, en loi, la suite xn tend vers y, qui est une loi qui suit une loi normale 0,1. Bon, alors on peut donc voir ça d'un point de vue numérique, et d'un point de vue numérique, allons-y, je reprends exactement ce qui a été évoqué. Vous voyez ici, bon, vous avez au début les xi, elles ont tendance encore à être grandes, et puis après ça décroît. Alors vous voyez que ça continue de faire un nuage de points, hein. C'est pas quelque chose qui s'arrête d'osciller, ça va continuer d'osciller. Mais la manière dont ça oscille, c'est osciller suivant une loi normale 0,1. Alors un moyen pour regarder ça, c'est de regarder les histogrammes. On a bien vu ce que c'est qu'un histogramme, ça nous donne un peu une idée des lois. Alors si vous regardez le début de la distribution, eh bien, au début c'est entre moins 2 et 10. Pourquoi? Parce qu'on avait vu que c'était pour n égale 1, hein, c'était d'espérance 10. Hein. Bon, donc c'est assez étalé comme ça. Et puis, si vous regardez la moyenne au début, donc jusqu'à n sur 4, hein, c'est-à-dire pour les 50 premières, bah, vous avez 2,5. Hein. Donc on sait que la moyenne, bah, ça se rapproche un peu de l'espérance. Voilà, bon. Et puis si vous regardez plutôt la deuxième partie, donc entre n sur 2 et n, bah, vous avez quelque chose qui ressemble à une courbe un peu en cloche, hein, mais un petit peu décalée, et la moyenne ici, elle vaut 0,8. Donc on se rapproche de 0. On a dit que l'espérance devrait être 0 à la limite. Et si vous aviez pris de plus en plus près de n, hein, bah vous auriez une moyenne. Hein. Par exemple ici, au lieu de prendre n sur 2, je prends n sur... alors j'avais 200, donc on va diviser par 1,25 par exemple, hein, jusqu'à n, et ben on prend les dernières valeurs, hein, et vous avez 0,7. Vous êtes encore plus rapproché de 0. On revient.
Donc vous voyez que ça permet d'illustrer un petit peu, de pouvoir simuler. Ces convergences, elles apparaissent, sauf que la convergence en loi, ça ne va pas être une convergence avec une asymptote, comme on a pu voir pour la convergence en proba, à part si la loi limite est une constante, mais si c'est vers une loi limite, par exemple une loi normale, eh bien vous allez continuer d'osciller, mais dans une certaine mesure, avec une certaine forme de hasard. Bon, on arrive maintenant à deux points clés qui sont les théorèmes limites pour des suites de variables aléatoires. Et là, on va spécifier qu'on a des suites de variables aléatoires IID, donc indépendantes et identiquement distribuées, définies sur le même espace de proba, et qui ont une espérance finie. Donc l'espérance de la valeur absolue est finie. Alors à ce moment-là, la moyenne empirique, xn bar, qui est égale à 1 sur n, la somme des xi, eh bien, ça tend en proba vers l'espérance. Donc, résultat bien connu, la moyenne empirique tend, lorsque n tend vers l'infini, en proba vers la moyenne théorique qui est l'espérance. Deuxième résultat important, le théorème de la limite centrale. Alors que si vous prenez des xi qui sont toujours des variables id définies sur le même espace de proba oméga p, eh bien, en plus, en rajoutant l'hypothèse que l'espérance du carré est finie, donc en fait, chacune des variables a une variance, eh bien, vous avez le résultat bien connu qui nous permet de mesurer l'écart entre la moyenne empirique et la moyenne théorique, entre la moyenne empirique et l'espérance. Eh bien, cet écart, asymptotiquement, il tend vers une loi normale. Donc, vous avez une convergence en loi vers une loi normale de paramètre 0, et puis variance de x1. Alors, parfois, variance de x1, on peut le mettre de l'autre côté, mais à ce moment-là, il faut mettre une racine, et vous avez une convergence vers une loi normale 0,1. Alors, un petit exemple pour pouvoir poursuivre, qui est l'exemple souvent par lequel on commence, celui des lois binomiales Bernoulli de paramètre P. On sait que l'espérance d'une telle loi, c'est P. Donc la moyenne empirique, asymptotiquement, elle tend vers P. Alors c'est typiquement l'exemple de pile ou face, où vous regardez, vous mettez 1 pour pile et puis 0 pour face, et vous regardez la fréquence des piles, ce qui revient finalement à la moyenne des xi. Et bien, lorsque votre pièce est équilibrée, votre moyenne, votre fréquence d'apparition des piles est de 0,5 asymptotiquement. Vous êtes de plus en plus près de 0,5. C'est aussi ce qui va nous permettre d'utiliser des sondages pour pouvoir avoir des idées de résultats d'élections ou de tendances de la population. Deuxième chose, qui est plus précise, c'est la manière dont se rapproche votre fréquence empirique des 1 ou des piles, par exemple, dans ces deux pièces. Eh bien, l'écart entre la moyenne empirique et la moyenne théorique, donc entre xn bar et p, fois racine de n, c'est n, c'est une loi normale, 0, p1 moins p. On se souvient que p1 moins p, c'est la variance d'une telle Bernoulli de paramètre p. Donc parfois, on peut rajouter un racine divisé par racine de p1 moins p de ce côté-là, et on tend vers une loi normale 0,1. On va ensuite évoquer un lemme qui est un peu technique, mais qui est très intéressant, que vous avez dû voir au premier semestre, qui est que pour deux suites de variables, alors ici il y a marqué ID, mais c'est pas nécessaire, c'est deux suites, là c'est une erreur, deux suites de variables qui sont définies sur le même espace de proba, et telles que les xn tendent vers une constante, voilà, et puis les yn tendent en loi vers grand y. Bon. Eh bien, vous allez avoir le fait que le couple xn-yn tend en loi vers le couple cy. Et ça, pris sous cette forme, c'est rarement utilisé. Par contre, ce qui va être plus utilisé, c'est le fait que xn, yn, quand vous prenez le produit des deux, eh bien en loi, ça tendra vers cy, et la somme des deux tend vers c plus y. Tout ça en loi. Bon, c'est un résultat qui est un petit peu technique, mais qui a une grosse portée, parce que vous allez pouvoir améliorer le théorème de la limite centrale. Dans le théorème précédent, je reviens,
vous aviez une loi limite ici qui était la variance. Pour cette variance, souvent vous ne savez pas ce qu'elle vaut. Eh bien, l'idée d'utilisation du lemme de Soutsky, ça va être d'estimer en même temps cette variance. Et donc alors cette fois-ci on va prendre une suite de variables IID qui sont définies sur oméga AP, donc là par contre le IID est très important. On suppose qu'il y a une variance, ou un moment d'ordre 2 pour les XI. Alors, si vous considérez cet estimateur, qui est un estimateur connu, un estimateur possible de la variance, qui est 1 sur n la somme des xi moins x bar n. X bar n, c'est toujours la moyenne empirique au carré. Eh bien, cet estimateur, il tend vers sigma 2, qui est la variance de x1. Là, et c'est une convergence en proba lorsque n tend vers l'infini. Convergence en proba ou une convergence en loi vers une constante, on sait que c'est la même chose. Bon, alors grâce à ce résultat, vous avez donc pu estimer la variance et vous pouvez la reporter dans votre théorème de la limite centrale. C'est-à-dire qu'au lieu, normalement, vous devriez diviser par racine de la variance, ici, eh bien, vous pouvez diviser par la racine de cet estimateur de la variance. Donc le sigma n bar. Et vous avez ainsi que racine de n, xn bar moins l'espérance de x1. Donc ça, a priori, c'est ce qui reste théorique, qui n'est pas forcément connu. Par exemple, le P pour une loi de Bernoulli. Eh bien, là, vous le divisez par sigma n bar, qui est une statistique, quelque chose de calculé à partir des données. Vous voyez l'expression de sigma n bar, c'est donné, c'est calculé à partir des données. Eh bien, ça tend en loi vers une loi normale 0,1. Alors, le même exemple, toujours avec une loi Bernoulli de paramètre P. Si on applique cela, vous avez donc xn bar moins P en haut. Bon, ça, on l'avait déjà vu. Et au dénominateur, en fait, la variance empirique qui est ici, elle se simplifie parce que les xi, ça vaut soit 0, soit 1. Donc, on peut réécrire, vous savez que cette formule, on peut aussi l'écrire comme 1 sur n, la somme des xi carrés, moins xn bar au carré. Mais, en fait, 1 sur n, la somme des xi carrés, comme les xi, c'est des 0 ou des 1, ça revient à faire 1 sur n, somme des xi, parce que xi carré, c'est égal à xi. Et ça fait quoi? Ça fait xn bar. Donc au final, si vous reprenez cette formule, elle fait xn bar moins xn bar carré. Et donc, cette formule-là sera celle de l'estimateur de la variance. Et bien donc, vous avez quelque chose qui est en dehors du P, qui est entièrement calculé à partir des données. Les xn bar, c'est calculé à partir des données. Donc vous avez un théorème qui permet de mesurer la distance AP, qui par exemple est inconnue. Si jamais vous voulez savoir si la pièce est équilibré ou pas, c'est-à-dire si P vaut 0,5, vous allez pouvoir mesurer l'écart et voir si cet écart entre la moyenne empirique et puis 0,5 est acceptable ou pas grâce à ce théorème limite. Alors c'était deux théorèmes limites, la loi des grands nombres et le théorème de la limite centrale, on peut les illustrer à partir de simulations, donc à partir en reprenant des simulations de variables aléatoires. Et donc, par exemple, ici, si je regarde, je vais donc simuler 100 fois une binomiale, donc une Bernoulli de paramètre 1, P, donc vous voyez, c'est bien une Bernoulli de paramètre P, où P vaut 0,6. Donc, si je regarde la moyenne empirique, au bout de 100 fois, j'obtiens 0,54. Bon. On espère être proche de 0,6. On n'est pas très loin, mais bon, alors on ne peut pas escompter avoir exactement 0,6. Donc vous voyez, si je recommence, j'obtiens 0,63, 0,57, 0,58, 0,54, 57, 52. Bon, donc vous avez toujours quelque chose qui est assez proche de 0,6. Alors si on augmente et qu'on regarde l'évolution de ces fréquences, donc voilà le petit programme qui est ici nous permet à chaque fois de rajouter une nouvelle Bernoulli paramètre P et de calculer la moyenne empirique. Donc je fais ça. Et donc allons-y. Et je vais pouvoir tracer ce que ça donne. Donc on trace et on voit que petit à petit en évoluant, on se rapproche du 0,6. En rouge, là vous avez de tracer la ligne
qui vaut 0,6. Bon, donc ça veut dire que on a une convergence en proba vers 0,6 de xn bar. Parce que là, ce qu'on a représenté, c'est juste xn bar. Xn bar se rapproche bien de 0,6. D'accord. Ensuite, on va faire un peu plus fort. On va cette fois-ci reprendre le même programme, sauf que cette fois, on va tracer l'évolution de, on a dit, racine de j, racine de n ou racine de j, c'est ça, et puis l'écart entre la moyenne empirique et P, et puis on va renormaliser ça par racine de P1 moins P. Donc ça, c'est avec l'écriture de la variance théorique. Donc si on lance ça, ça met un petit peu de temps parce que 50 000, il y a un petit peu des calculs à faire ici. Chaque fois, vous calculez une moyenne. Et donc si vous tracez ce qui a été obtenu, eh bien vous obtenez quelque chose qui ne converge pas. C'est-à-dire que ça ne va pas se rapprocher. Ça oscille. Ça oscille. Je peux relancer une nouvelle fois, et vous allez voir, pas du tout le même graphe qui va se dessiner. On pourrait d'ailleurs représenter les différentes trajectoires. Vous avez une autre trajectoire. Si je relance, là ça avait tendance à diminuer, bon, ça pourrait très bien augmenter. Vous voyez, c'est tout à fait autre chose. Il n'y a pas de convergence visuelle. Mais comment est-ce qu'on va quand même s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui se greffe? Eh bien, on reprend la même chose, sauf que ici, je vais tracer, je vais laisser un peu de place, je vais tracer un histogramme, et cette fois-ci, au lieu de m'intéresser à l'évolution, je vais simuler 100 fois, de manière indépendante, le résultat le racine de n, la moyenne empirique, moins la moyenne théorique divisée par racine de la variance. Donc je vais représenter, et donc je fais 100 réalisations de cette variable. Et donc si je fais 100 réalisations de cette variable, j'obtiens ici un histogramme qui est celui, donc ça va être différentes valeurs, mais qui oscillent comme une loi qui semble être une courbe en cloche avec cet histogramme, et qui serait d'ailleurs, en fait, on sait théoriquement, ça va être une loi normale 0,1. Alors évidemment, c'est fait pour n égale 50 000, donc n est grand, mais ça reste un résultat approché parce que on n'a pas le théorème de la limite centrale, c'est pour n tend vers l'infini. Donc c'est vraiment pour n tend vers égale l'infini que on a à la limite une loi normale 0,1. Quand n vaut 50 000, on est proche d'une loi normale 0,1, mais on ne sait pas forcément à quelle distance on est d'une loi normale 0,1. Donc là, on a simulé 1000 fois, finalement, les valeurs racine de n, xn bar moins p, divisé par racine de p1 moins p. Voilà. Donc ça a été fait, et puis on peut renouveler la même chose, mais au lieu de diviser par la variance théorique, on divise par racine, par son estimateur, par racine de son estimateur de la variance théorique, c'est-à-dire en fait racine de la variance empirique. Donc c'est ce qui est fait ici, et vous allez voir que le résultat ne fait pas vraiment de différence. Vous avez aussi une courbe qui ressemble à celle d'une courbe en cloche, entre grossièrement tout et un peu entre moins 2 et 2. Celle-là est plus jolie d'ailleurs. Entre moins 3 et 3, mais les fréquences entre 2 et 3 sont très faibles. On sait qu'il y a presque tout, 95%, et entre moins 2, entre moins 96 et 1,96. Voilà. Donc voilà pour une illustration de ce second théorème de la limite centrale, où on a remplacé la variance théorique par une variance estimée. Alors, ce dont on va parler maintenant, c'est d'utiliser ces théorèmes pour estimer une moyenne ou une espérance. Donc on va appeler petit m qui est l'espérance de x1, et on voit que xn bar nous permet d'approcher petit m, puisqu'on avait vu qu'asymptotiquement, en prenant des xi qui sont des variables id, on a avec la loi des grands nombres xn bar qui est proche, qui tend vers m asymptotiquement, et même on mesure l'écart. Eh bien, ça, le théorème de la limite centrale précédent qu'on a
défini, le deuxième, va nous permettre de voir la propriété suivante. Lorsque les xi sont des variables idées et qui ont une variance finie, ou un moment d'ordre de fini, alors pour tout alpha compris entre 0 et 1, en notant qp le quantile d'une loi normale 0,1 d'ordre P, voilà, on a vu d'ailleurs comment les calculer, avec Qnorm, avec le logiciel R, et lorsque n est grand, eh bien, vous avez petit m qui est compris entre xn bar moins le quantile à 1 moins alpha sur 2 sigma n bar racine de n, et puis la même chose avec un plus. Et ça, cette proba d'être là-dedans, eh bien, ce sera à peu près 1 moins alpha. Alors ça découle immédiatement du théorème, du deuxième théorème qu'on a évoqué ici. Pourquoi? Vous avez ce résultat ici, là on remplace l'espérance de x1 par petit m. Eh bien, si vous dites que c'est à peu près une loi normale 0,1, parce que vous avez pris n suffisamment grand, eh bien, ça veut dire que la proba d'être entre les quantiles d'ordre, moins le quantile d'ordre 1 moins alpha sur 2, et puis le quantile d'être le quantile 1 moins alpha sur 2, la proba d'être là-dedans, c'est 1 moins alpha. Donc la proba de cet objet-là, compris entre les deux quantiles, eh bien, c'est à peu près 1 moins alpha. Et si vous réécrivez, vous avez le sigma n qui passe au-dessus, vous avez le quantile à 1 moins alpha sur 2 qui était en haut, et puis vous avez le racine de n qui passe en bas, et vous avez le petit m qui se rajoute, et vous obtenez bien cette écriture-là qui va nous donner l'intervalle de confiance suivant, qui va nous dire que m, finalement, vous pouvez l'approcher par xn bar moins 1,96 sigma n bar sur racine de n, et puis xn bar plus 1,96, sachant que le quantile à 97,5 d'une loi normale 0,1, c'est à peu près 1,96. Donc ça va être un intervalle de confiance à 95% pour petit m. Donc si m est inconnu, vous pouvez quand même dire que, en gros, à 95% de chance près, il va être compris dans cet intervalle. Vous avez 95% de chances qu'il soit là-dedans. Voilà. Alors par exemple, si P est inconnu, vous pouvez quand même, alors là j'aurais pu remplacer petit m par P ici, vous savez qu'il va être compris entre ces deux valeurs-là, qui sont calculées à partir de données. Donc si vous avez lancé vos pile ou face, vous pouvez tout calculer et vous allez avoir 95% de chances que votre P soit compris entre ces deux valeurs. C'est exactement ce qui va nous donner les fourchettes pour les sondages. Et c'est exactement ce qui fait qu'en général, quand vous faites un second tour d'une élection où on a des intentions de vote proches de 0,4, 0,5, eh bien, il faudra, en interrogeant 1000 personnes, vous aurez une fourchette à plus ou moins 3 près. Parce que quand vous calculez ça, vous remplacez xn bar proche de 0,5, vous prenez n égale 1000, donc racine de 1000, c'est à peu près 1 sur 30. Voilà, et là vous avez un 2. Et bien ici, quand vous prenez la racine de ça, ça va faire un demi. Donc en gros, vous allez avoir un 30e ici pour l'estimation de votre P. Et donc finalement, quand on vous dit qu'un candidat a 52% d'intention de vote et l'autre 48%, en fait, vous êtes dans la fourchette d'incertitude, et donc vous ne pouvez pas dire que forcément celui qui a 52% va gagner, parce que le sondage lui-même fait qu'il pourrait très bien être à 49 en fait. Alors on va utiliser ces techniques, et c'est surtout ça qui va être intéressant dans les méthodes numériques pour nous. On va utiliser ça pour approcher une intégrale. Alors on a déjà vu des méthodes d'approximation intégrale. Ici, on va donc essayer d'approcher une intégrale sur AB de la fonction g de t dt. Et pour ça, eh bien, vous voyez, vous avez une intégrale. Mais une intégrale, c'est quoi? C'est aussi une espérance. Imaginez que vous aviez une loi uniforme sur AB. On sait que sa densité, c'est 1 sur B moins A. Donc si je divisais ça, g de t par B moins A, vous voyez que c'est comme si je calculais G, l'espérance de G d'une uniforme sur AB. Donc finalement,
Si je remultiplie ça par b moins a, ça me permet d'avoir exactement grand I. Eh bien, vous voyez que la moyenne empirique des G de, des G de Xn, G de Xn empirique, on va préciser exactement ce que c'est. Vous calculez en fait la moyenne empirique des G de Xi, en fait, c'est ça. Et vous faites faire b moins a, ça va nous permettre d'approcher, par la loi des grands nombres et par le théorème de la limite centrale, ça va nous permettre d'approcher l'espérance. Grand I, en fait, c'est une espérance, et IN bar, c'est une moyenne empirique. Et donc ça va estimer I lorsque l'on considère les XI qui suivent une loi uniforme sur AB. Alors, plus précisément, si vous prenez cette intégrale, on va supposer que cette intégrale, elle est telle que, eh bien, l'intégrale de G de T est en valeur absolue finie, et puis l'intégrale de G carré de T est aussi finie. Et on suppose que G est continu par morceau sur AB. Donc ça peut permettre d'avoir un point où on file à l'infini, par exemple, c'est possible. Eh bien, si on considère les xi qui est une suite de variables ID de loi uniforme sur AB, alors, en notant toujours Q de P, le quantile d'ordre P pour une loi normale 0,1, pour n grand, en utilisant le résultat précédent, exactement, vous voyez, alors on va dire que IN bar, comme ça a été dit au début, c'est la moyenne empirique des G de Xi, donc c'est B moins A fois 1 sur n, G de X1 plus, etc., jusqu'à G de Xn. Donc G, c'est une fonction que vous ne connaissez pas, que vous avez fixée, mais dont vous ne savez pas calculer forcément l'intégrale. Vous prenez, dans le cas présent, vous allez approcher aussi la variance. Donc la variance, si on prend sa formule, c'est, il y a un B moins A qui se met, donc ça va faire un carré, vous faites les G carrés de X1 jusqu'à G carré de Xn, et puis vous faites la formule classique de la variance, finalement, de la variance empirique. Et puis, si vous prenez cette formule, vous avez toujours la même formule de l'intervalle de confiance de niveau 1 moins alpha. Donc ça veut dire que vous avez la proba que grand I soit compris entre ces deux valeurs qui sont calculées, finalement, à partir des données, eh bien ça vaut à peu près 1 moins alpha. Donc en particulier, si vous voulez approcher grand I à 95%, de chance, vous allez dire qu'elle va être comprise entre deux valeurs qui sont calculées à partir des données. Alors, un exemple pour que ça devienne plus concret. Prenons grand I, qui est l'intégrale de 0 à 1 de racine de 1 moins T2, puis je multiplie par 4 pour que ce soit joli. Donc 4 fois ça. Donc la fonction, en fait, G, c'est 4 racines de 1 moins T2. Bon, cette intégrale, si on fait un petit changement de variable, par exemple T égale cosinus θ, on montre facilement qu'on obtient pi. D'ailleurs, je crois que nous l'avons fait dans un des cours. Donc ça fait pi. Grand I vaut pi. Bon, alors donc on sait la valeur. Mais finalement, d'utiliser une méthode d'approximation intégrale, ça va nous donner une méthode pour approcher pi. Bon, eh bien, grâce à ce qui a été fait avant, on voit que pi, finalement, peut être compris entre IN chapeau, moins 96 sigma n chapeau sur racine de n, et puis la même chose avec un plus. Donc vous pouvez l'approcher. Et comment on calcule IN chapeau? IN chapeau, c'est une moyenne empirique. Donc une moyenne empirique de la fonction G qui vaut 4 racines de 1 moins x1 carré, plus 4 racines de 1 moins x2 carré, etc. Alors le B moins A, dans le cas présent, comme B vaut 1 et A vaut 0, c'est 1. Donc vous avez cette moyenne empirique là. Alors on va regarder numériquement ce que ça donne pour cette méthode de Monte Carlo. Comme je vous l'ai énoncé, vous allez regarder des lois uniformes sur 0,1. Ici vous faites des lois uniformes sur 0,1 pour les xi. Elles sont donc indépendantes. Vous en simulez par exemple J, et puis on va faire varier J de 1 à 5000. Et puis vous calculez I de J, ce qui est appelé I de J ici, c'est le I chapeau. Donc c'est 4 fois la moyenne empirique des racines de 1 moins xi carré. Et puis vous pouvez calculer aussi la variance empirique. La variance empirique, ça devient 16 fois, puisqu'il y avait 4, donc au carré ça devient 16. La moyenne des... il n'y a plus de racines, c'est 1 moins x carré. Moins,
le i chapeau au carré. Hein, c'est la formule qu'on a donnée tout à l'heure. Donc si vous faites tout ça, vous allez pouvoir tracer l'évolution. Donc allons-y, c'est un petit peu de temps demandé, enfin pas beaucoup quand même. Donc vous voyez au milieu les différentes valeurs approchées, différentes valeurs de la moyenne empirique. Donc en noir, c'est la moyenne empirique, son évolution. Donc on voit qu'on est proche de 3,1, 3,2. Hein. Et puis j'ai rajouté ici l'intervalle de confiance. Donc l'intervalle de confiance, c'est cette valeur i plus 1,96. Alors il est à 95%, et donc c'est tracé en rouge. On voit dans quoi ça évolue. Donc ça évolue ici, on rajoute un petit peu hein, de chaque côté pour avoir l'intervalle de confiance à 95%. Hein, et donc par exemple ici, si je traçais ce que vaut i, vous allez voir que alors j'ai pas beaucoup de place donc il n'est pas très content, mais si je traçais, je demande les i, vous avez 3,10, 3,11, 3,16, 3,13, etc. Donc on se rapproche de 3,14. Si vous êtes autour de 5000, les valeurs proches de 5000, elles seront encore plus proches de 3,14. Hein. Ça peut se faire par exemple en demandant i de 4000 jusqu'à 5000, puisque au total, j'en avais calculé 5000. Donc si je regarde ces dernières, vous voyez, on est de plus en plus près de 3,14, la valeur de pi. Donc on a pu approcher un peu pi par cette méthode. D'accord, alors je retourne sur le cours. Et j'ai presque fini. Dernière diapo. Comparaison de cette méthode d'approximation d'intégrale, méthode de Monte-Carlo, avec les autres méthodes qu'on a déjà vues. Eh bien, elle a quand même des sérieux défauts. Premièrement, au lieu de donner une erreur déterministe, nous on avait été capable de majorer l'écart entre la méthode des rectangles, par exemple, hein, d'approximation par la méthode des rectangles, ou des trapèzes, ou de Simpson, et puis la vraie valeur de l'intégrale, on avait su la majorer exactement l'erreur. Là, on ne donne qu'un intervalle de confiance. Donc on nous dit, il y a 95%, il y a 99% qui se soit là-dedans. Donc c'est un peu moins précis. Il reste une chance de ne pas être là-dedans. Deuxième chose, en gros, la vitesse, elle est en 1 sur racine de n. On le voit apparaître au dénominateur dans l'intervalle de confiance. Alors que pour la méthode des rectangles, l'erreur, elle est en 1 sur n. Pour la méthode des trapèzes, elle est en 1 sur n2. Pour la méthode de Simpson, elle est en n sur n4. Donc, ces autres méthodes convergent beaucoup plus vite que la méthode de Monte-Carlo. Bon, alors, quel intérêt alors d'avoir la méthode de Monte-Carlo pour approcher une intégrale? Une première chose, c'est que cette méthode est valable même si la fonction est très irrégulière et qu'elle n'est pas dérivable. On avait vu que pour calculer le 1 sur n pour la méthode des rectangles, il fallait supposer que la fonction g était dérivable, hein, elle était C1. Or, là, l'exemple que je vous ai donné, racine de 1 moins T2, en 1, cette fonction n'est pas dérivable. On pourrait le faire, hein, mais c'est pas difficile hein, d'ailleurs à faire. Hein. La dérivée de ça, c'est quoi? C'est moins T sur racine de 1 moins T2. Donc, lorsque T tend vers 1, vous avez une dérivée qui tend vers plus infini. Donc, celle-là, elle n'est pas dérivable. Donc, vous ne pouviez pas utiliser méthode d'approximation précédente. Hein. Ça ne marche pas. Donc, vous ne saviez pas que c'était en 1 sur n avec la méthode des rectangles. Et encore moins pour les autres, qui demandent d'être de classe C2 et de classe C4. Donc, voilà. C'est quand même intéressant que vous avez une méthode qui marche, même si la fonction n'est pas dérivable. Et deuxièmement, vous avez l'intégrale de confiance qui est en 1 sur racine de n, certes, mais si vous prenez des intégrales multiples au lieu d'intégrales simples, vous gardez cette même écart. Or, ce n'est pas le cas pour la méthode des rectangles. Hein. Si vous faites la méthode des rectangles, il faut calculer n carré point pour avoir la méthode des rectangles. Hein. Et puis, pareillement, la méthode des trapèzes, vous augmentez le nombre de points à calculer, n carré pour les intégrales doubles, n cube pour les intégrales triples, enfin, etc. Donc finalement, le 1 sur n, c'est plus un 1 sur n hein, quand on regarde la méthode des rectangles appliquée à une intégrale multiple. Donc, alors que la méthode de Monte-Carlo, elle reste en 1 sur racine de n. Voilà. Eh bien, je vais m'arrêter là. C'était assez dense, hein, mais ça s'utilise bien avec le TP associé. Hein. Ça, je pense, j'espère que ce sera bien compréhensible. Voilà, j'arrête là. Au revoir.